Donc bonjour à tous et à toutes. On va se présenter. Donc moi je suis Myriam Fournier de l'unité de recherche qui s'appelle Silva à Nancy. Et Silva, c'est une unité de recherche qui a 3 tutelles, mais moi mon employeur c'est AgroParisTech, donc l'école qui, comme son nom ne l'indique pas, a un campus à Nancy qui forme les ingénieurs forestiers. Et je passe la parole du coup à mon collègue, c'est lui qui va commencer. Bonjour, moi c'est Tancred Almeras. Je travaille au laboratoire de mécanique et génie civil à Montpellier. Et mon domaine de recherche, c'est la biomécanique de l'arbre. Donc on va commencer cette présentation sur la variabilité des propriétés du bois, origine et observation de l'arbre au produit. Alors, on va faire un petit jeu interactif, là. Il faudrait que vous vous connectiez. Alors, tout est indiqué sur le diapo. Vous pouvez juste flasher le QR code. Alors, cette image, pour commencer, pour rappeler que le bois est un matériau de l'homme depuis toujours. On voit là la représentation d'un homme préhistorique avec un bâtiment, tout est en bois autour. On parle souvent de l'âge de la pierre, de l'âge du bronze, de l'âge du fer, mais avant il y a eu l'âge du bois. C'est sans doute l'un des premiers matériaux qui a été utilisé par l'homme. Mais avant d'être utilisé par l'homme, le bois, c'est un matériau qui est indispensable à la vie des arbres. Et le bois, c'est un tissu unique. Donc on le voit comme un matériau, quand on est technologue, du point de vue biologique, c'est un tissu qui a 5 fonctions, au moins. Alors celles qui sont citées ici, c'est la fonction de squelette. Donc ça, c'est un peu évident. L'arbre, le bois, c'est le squelette de l'arbre. La fonction de muscle dont je vous parlerai. La fonction de réserve liée à la fonction de nutrition liée à la gestion des réserves d'amidon dans le bois. Et une fonction de défense, système immunitaire, défense contre les xylophages. Alors, il manque une fonction là-dedans. Alors, l'idée, c'est, vous allez me dire quelle est la fonction qui manque. Hein? Ah oui, oui. Pour ceux qui n'ont pas encore compris comment se connecter, il faut aller sur wooklab.com et utiliser le code masterclassbois. Hein. Oui, oui, oui. Bon, j'ai l'impression que les résultats sont stabilisés. Alors, on a 77% échange gazeux avec l'atmosphère, captage de CO2, 16% conduction de la sève brute et 7% conduction de la sève élaborée. Alors, la bonne réponse... La bonne réponse, c'était la 2, la conduction de la sève brute. Le bois, ça contient, quand c'est un feuillu, des vaisseaux, quand c'est un résineux, un bois initial qui permet de faire monter l'eau jusqu'aux feuilles. Et c'est au niveau des feuilles que se fait la captation que se font les échanges gazeux et la captation du CO2. Le bois, c'est un stock de carbone, mais ce n'est pas l'organe qui acquiert le carbone. Donc, on a un tissu qui est multifonctionnel. Les feuilles. C'est ce que je dis. Oui, l'organe qui acquiert le carbone, évidemment, c'est les feuilles et la photosynthèse. Donc l'origine des propriétés du bois tissu de l'arbre, l'idée c'est qu'il faut des propriétés particulières au bois tissu de l'arbre pour bien réaliser ses fonctions. Alors l'image que vous avez ici, c'est une image où on a infiltré de l'eau colorée dans une tige et on voit que ça ne colore qu'une partie de la tige, qui est l'aubier. Mais comme l'environnement et les besoins varient au cours du temps, les propriétés du bois ne sont pas fixées une fois pour toutes. Par le génotype, par exemple l'espèce, c'est-à-dire que dans une espèce, on n'aura pas un seul bois, mais toute une gamme de bois qui est développée pour s'adapter aux contraintes de l'environnement. Et comme ces contraintes de l'environnement sont variables, eh bien, le bois va permettre le bon fonctionnement de l'arbre en s'adaptant à ces contraintes de l'environnement. Donc ça, je vais vous l'illustrer à travers un exemple qui est la fonction de muscle.
Alors vous vous êtes peut-être demandé qu'est-ce que c'est que cette histoire de muscles pour les arbres. Les autres fonctions, on voit bien. Un muscle, c'est plutôt l'apanage des animaux, c'est ce qui leur permet de bouger. Un arbre, a priori, ça ne bouge pas. Eh ben, en fait, si, un arbre, c'est capable de bouger, ça je vais vous le montrer. Et même, je vais vous montrer que de façon encore plus importante que ça, même quand un arbre ne bouge pas, il a besoin de muscles pour croître droit. Alors ça s'illustre par une expérience qui a été faite des centaines de fois, je pense, dans l'histoire de la science, qui consiste à incliner des petits arbres et à regarder leur mouvement de réorientation. C'est ce qu'on appelle le gravitropisme, ce mouvement de réorientation, c'est-à-dire l'orientation de la croissance par rapport à la gravité. C'est un phénomène qui est extrêmement important chez les plantes en général pour leur permettre d'orienter la tige vers le haut et les racines vers le bas. Et chez les arbres, ça leur permet de se remettre d'un accident qui les aurait mis inclinés. Et donc quand on mesure la forme d'un arbre, là vous avez des représentations de la forme d'un arbre à différents temps, toutes les 2 semaines après inclinaison, on voit que l'arbre se redresse en quelques semaines. Alors c'est des petits arbres, hein, on fait ça sur des bébés arbres, mais enfin c'est assez spectaculaire. Le premier, en 4 semaines, il s'est entièrement redressé. Puis vous voyez des exemples en bas à gauche, d'arbres qui ne se redressent pas complètement, mais qui se redressent un peu par rapport à l'angle qu'on leur a imposé, mais qui ne se redressent pas jusqu'à la verticale, parce que ça fait partie de leur plan de développement d'être inclinés quand ils sont jeunes. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment ça marche ce redressement, comment un arbre arrive à bouger s'il n'a pas de muscles. Eh bien, il en a. Il en a, et c'est ce qu'on appelle les bois de réaction. Alors les bois de réaction, il y en a 2 sortes selon qu'on parle des feuillus ou des résineux. Chez les feuillus, c'est du bois de tension. Le bois de tension, il est produit sur la face supérieure d'un axe incliné en général, et il se traduit par un mouvement de redressement qui est lié au fait que ce bois, lorsqu'il est déposé, il se contracte. Donc ça se contracte d'un côté, c'est comme un muscle, ça se contracte d'un côté, et donc ça permet le redressement. Chez les résineux, on parle de bois de compression. C'est une autre sorte de bois de réaction qui a une action antisymétrique, je dirais, par rapport à celle du bois de tension. C'est-à-dire qu'au lieu d'être sur la face supérieure, il est sur la face inférieure. Et au lieu de se contracter, il se dilate. Et ça a le même effet de faire remonter l'arbre. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que la propriété des bois de réaction, c'est vraiment cette contraction ou cette dilatation qui a lieu lors de la mise en place du bois. Et cette contraction ou cette dilatation, elle vient créer un mouvement. Il y a une idée qui est assez répandue, qui est de se dire que le bois de compression est du bois de compression parce qu'il est sur le côté en compression de l'arbre, et le bois de tension du bois de tension parce qu'il est sur le côté en tension. Ce n'est pas exactement aussi simple que ça. En fait, un arbre incliné, quand c'est un feuillu, il est en tension tout autour, même du côté qu'on dirait comprimé, c'est-à-dire du côté inférieur, il est en tension, parce que le bois nouvellement déposé, il se met automatiquement un petit peu en tension. Et la caractéristique du bois de tension, c'est de se mettre en forte tension. Et c'est cette différence entre la petite tension d'un côté et la forte tension de l'autre qui fait qu'on a un mouvement de redressement. En fait, dans le nouveau cerne qui est formé, il y a un déséquilibre des forces mises en place qui permet ce mouvement de redressement qu'on peut modéliser assez facilement. Voilà. Donc voilà pour le mécanisme moteur. Mais alors le bois de réaction, c'est aussi une source d'hétérogénéité parce qu'il a une structure différente du bois normal. Donc c'est ce diapo sur l'anatomie des bois de réaction. Les bois de compression chez les résineux ont des cellules arrondies en général. Ils sont fortement lignifiés. Parfois, il y a des méas intercellulaires, c'est-à-dire qu'il y a des espaces entre les cellules. Et ils sont caractérisés par un grand angle des microfibrilles. Donc l'angle des microfibrilles, je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'orientation de la cellulose dans la paroi S2 de la cellule. Le bois de tension d'un feuillu typique, il a ce qu'on appelle une couche gélatineuse, c'est-à-dire que la couche S2 de la cellule est remplacée par une couche non lignifiée qui a une composition particulière en polysaccharides.
Et il est caractérisé par un très faible angle des microfibrilles, c'est-à-dire que les microfibrilles sont alignées avec l'axe de la cellule. Bon, mais ça, c'est le bois de tension typique. Il y a en fait une diversité d'apparence anatomique des bois de tension qu'on ne retrouve pas chez les résineux. Le bois de compression, c'est un peu toujours le même, alors que les bois de tension, il y en a différentes sortes. Notamment, donc, je vous ai mis 3 exemples ici. Un exemple de bois de tension typique avec la couche G qui apparaît un peu détachée. On a l'impression qu'elle est molle alors qu'en fait c'est une couche qui est très rigide. Un exemple d'un multicouche, donc avec une apparence un petit peu différente. Et puis un 3e exemple où la couche G est lignifiée et là on ne voit plus d'apparence différente en microscopie puisqu'il y a de la lignification et donc la couleur bleue disparaît. Mais la composition chimique est quand même bien différente, l'angle des microfibrilles est quand même bien différent. Donc le bois de tension, c'est divers. Alors les bois de réaction, c'est une source d'hétérogénéité qui pose des problèmes. Basiquement, c'est un défaut pour le technologue du bois. On voit ici des tasseaux qui ont été déformés, probablement parce qu'ils contenaient du bois de tension à un moment, à un endroit. Une des caractéristiques physiques du bois de tension, c'est d'avoir un très fort retrait au séchage. Et comme il apparaît sur des îlots, eh ben, le retrait est incompatible avec le bois qui est à côté et ça crée des mouvements de torsion des débits. Vous voyez aussi l'effet que ça peut avoir sur des plaquages. Et puis l'aspect pelucheux aussi du bois de peuplier est aussi lié à la présence de bois de tension. Donc c'est toujours un défaut, bien que les propriétés intrinsèques du bois de tension ne soient pas mauvaises. Le bois de tension, c'est même plus rigide que du bois normal, donc c'est intéressant. Le bois de compression, lui, il a un très faible angle des microfibrilles, il est donc très déformable. Mais le défaut vient du fait que c'est une source d'hétérogénéité. Et enfin, je vous ai introduit le bois de tension par l'exemple des petits plans qui se relèvent. Donc ça, c'est suite à un accident. On pourrait dire que c'est quelque chose qui n'arrive pas tout le temps à un arbre. Quand on se promène en forêt, tous les arbres ne sont pas inclinés, bien qu'il y en a. Et plus ils sont petits, plus ils sont inclinés en général. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le gravitropisme, c'est une adaptation indispensable à la croissance verticale dans le champ de pesanteur. Donc ce n'est pas uniquement pour se redresser, c'est aussi pour rester droit pendant la croissance. Alors, je vous donne cet exemple de qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas de bois de réaction. En l'absence de réaction gravitropique, quelles seraient les conséquences sur la croissance et la forme de l'orientation des arbres, de la croissance sur la forme et l'orientation des arbres. Alors, on part du constat qu'un tronc n'est jamais parfaitement vertical. Donc, la croissance implique une augmentation du poids qui, sur un mât qui n'est pas vertical, va créer un moment fléchissant, parce qu'il y a un bras de levier. Ce moment fléchissant, il va faire fléchir l'arbre, pardon. Cette flexion, elle va accentuer le bras de levier, et donc, à l'étape suivante, le poids supplémentaire dû à la croissance va encore être appliqué à un plus grand bras de levier. Le résultat de ça, c'est que la croissance verticale est un phénomène intrinsèquement très instable. La gravité, c'est une contrainte énorme pour croître en hauteur. Et donc, il y a besoin d'une régulation active pour croître droit, même quand on n'est pas courbé, même quand on n'est pas incliné. Et donc, la réaction gravitropique et la formation de bois de réaction, ce n'est pas une réponse traumatique, mais ça fait bien partie du développement normal des arbres. À la limite, pas de bois de réaction, pas d'arbres, ou du moins pas d'arbres élancés comme on les connaît aujourd'hui. Donc ce bois de réaction, on voit que c'est un défaut, mais qu'il est indispensable à la vie de l'arbre. Et je dirais même, c'est un défaut, on pourrait prendre l'analogie avec une cuisse de poulet. L'os dans une cuisse de poulet, c'est plutôt un défaut, mais si on voulait faire des programmes de sélection pour supprimer les os dans le poulet, eh ben, ça ne marcherait pas. Eh ben, c'est un peu pareil pour le bois de réaction, c'est un défaut, mais c'est un défaut qui est indispensable à la vie de l'organisme et donc dont on ne peut pas vraiment se débarrasser. Voilà, je vais passer la parole à ma collègue. Merci Tancred. Voilà, donc on vous a un peu jeté dans la piscine dès le début avec un truc un peu compliqué finalement.
le bois de réaction, c'est pas forcément le truc le plus simple quand on parle de variation de propriété, puisque c'était notre sujet, notre sujet imposé, en fait. Donc moi, je vais reprendre maintenant avec un sujet un peu général, puis on va balayer plusieurs choses, pas que le bois de réaction. Donc la question qui va sous-tendre l'ensemble de l'exposé, qui a déjà été bien introduite, c'est entre les propriétés du bois tissu de l'arbre, c'est-à-dire que le bois, il existe sans les hommes, hein, il n'y a pas besoin que l'homme l'utilise pour que les arbres fabriquent du bois. Et puis d'un autre côté, un matériau qu'on utilise nous, et qui est finalement, est-ce qu'il y a un lien entre les deux types d'usages, voilà. Alors, je pense qu'un petit, peut-être que vous êtes plus à l'aise avec ce domaine-là, mais ce qu'on appelle les propriétés du bois matériau, les propriétés technologiques, moi j'aime bien démarrer par là, donc généralement on part de l'espèce ou de l'essence, donc vous trouvez assez facilement des informations sur, par exemple, quelles sont les propriétés du bois de chêne, et il y a quelque chose qui est diffusé par le CIRAD, qu'on trouve facilement sur Internet, qui s'appelle les fiches Tropics. Donc là, vous avez une copie de la fiche Tropics, et en bas il y a Copyright 2023, la fiche Tropics de l'espèce, ou de l'essence, parce qu'il y a deux espèces chêne, et on vous balance comme ça des listes de propriétés, donc densité, dureté monin, coefficient de retrait, point de saturation des fibres, etc., etc. Puis à chaque fois des valeurs. C'est bien des valeurs moyennes, puisque nous, tout notre discours va vous expliquer. On ne reviendra pas sur les différences entre espèces. Normalement, ça a été un peu abordé hier, ça. On va plutôt insister sur les différences à l'intérieur d'une espèce. Et donc, vous voyez que la fiche Tropics, elle vous attire votre attention quand on vous donne des valeurs moyennes. Mais ces propriétés, la moyenne, c'est qu'une moyenne, quoi, hein. Ces propriétés peuvent varier de façon notable. D'ailleurs, mettez-vous bien dans la tête qu'une moyenne, c'est une moyenne. C'est-à-dire que si je vous mesure là, tous là, dans l'amphi et que je fais la moyenne des tailles des étudiants de cet amphi, je vais trouver une valeur très précise, mais il n'y aura sans doute aucun étudiant qui sera exactement de cette taille-là. Pour les bois, c'est pareil. La densité du chêne, vous retenez 0,74, mais je pense qu'il n'y a quasiment aucun échantillon de chêne qui fait exactement 0,74. C'est le principe de la moyenne. Voilà. Alors, des propriétés sur lesquelles on reviendra, vous voyez, de propriétés physiques et mécaniques, propriétés de durabilité naturelle, résistance aux champignons, aux insectes, etc. Et gardez ça un peu dans la tête, c'est ce qu'on appelle aussi le bois sans défaut, c'est-à-dire que c'est mesuré sur des petits échantillons de bois. Alors du coup, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il y a un lien entre ces propriétés technologiques qu'on trouve dans des bases de données, qui sont assez bien diffusées, on va dire, par la profession des gens qui transforment le bois ou qui l'utilisent, et puis ces propriétés fonctionnelles du bois tissu qui font que le bois réalise plus ou moins bien ses fonctions de squelette, de muscles, de tissu de réserve, etc. dans l'arbre. Alors, un petit clap. Du coup, avant qu'on aille plus loin, de façon un peu générale, réfléchissez quel est le lien entre ces propriétés du bois tissu de l'arbre ou matériaux de l'homme. Qu'est-ce qui peut faire qu'il y a un lien ou pas? Et donc, pourquoi il n'y aurait pas un lien évident? Est-ce que c'est parce que le bois dans l'arbre, il est vert, donc très humide, alors que le bois matériau, il est sec? Est-ce que c'est parce que le bois dans l'arbre, il est vivant, alors que le bois matériau, il est mort? Et est-ce que c'est parce que certaines propriétés n'ont aucun sens pour l'arbre, comme le pouvoir calorifique ou la résistance aux insectes de bois sec? Vous pouvez cocher plusieurs réponses. Voilà. Alors, je vais m'expliquer. Donc, il y a deux réponses que moi, je considère comme exactes. C'est pas, ça se discute, hein, toutes ces choses-là. Alors, la première raison, qui est le bois dans l'arbre est vert et que le bois matériau est sec, c'est en effet une grande différence. C'est-à-dire que dans l'arbre, le bois, il est toujours au-dessus de ce qu'on appelle le point de saturation des fibres. Quand on l'utilise, il sèche. À partir du moment où vous coupez un arbre, le bois est humide et après, même si vous faites rien, il va s'équilibrer avec l'état de l'air ambiant et donc il finira par sécher en dessous du point de saturation des fibres. Et alors franchement, pour les propriétés du bois, même s'il y a des variations qui peuvent être corrélées, c'est quand même des choses assez différentes. Et alors du coup, vous pouvez réfléchir par exemple que le retrait au séchage, qui est un inconvénient quand on veut utiliser le bois, quand on le compare à d'autres matériaux comme les polymères artificiels, c'est quand même pas très fun, quoi, ce bois qui n'arrête pas de gigoter. Alors, les gens, ils aiment bien, ils disent ça veut dire que le bois, il travaille, c'est agréable, etc. On n'empêche que pour la mise en œuvre, c'est pas toujours génial et on cherche à le limiter, ce retrait. En fait, l'évolution ou la croissance des arbres ne s'occupe pas du retrait, tout simplement parce que dans l'arbre vivant, le retrait, il se produit jamais parce qu'on est en dessus du point de saturation des fibres. Deuxième chose que vous avez bien vu, c'est certaines propriétés n'ont aucun sens. En effet, le pouvoir calorifique, le bois dans l'arbre, il n'est pas fait pour être brûlé, donc pour produire de l'énergie. En tout cas, pas comme ça. Donc, le pouvoir calorifique n'a
n'a pas d'intérêt. Et alors j'ai enlevé le bois dans l'arbre est vivant, alors que le bois matériau est mort, alors que beaucoup de gens avaient répondu ça. Alors ça, c'est pour insister sur le fait que le bois dans l'arbre, il y a très très peu de cellules vivantes. Hein, donc c'est vraiment une caractéristique. Le bois, il est fabriqué juste sous l'écorce, là, par une toute petite pellicule là, qu'on appelle le cambium, dans lequel il y a des cellules vivantes, vivantes au sens qu'elles ont un noyau, elles sont capables de se diviser, elles sont capables de faire des choses, de faire de la biosynthèse. Et la plupart des cellules, on y reviendra après, à part quelques-unes qui restent vivantes longtemps, elles meurent tout de suite. Donc pour un biologiste, le bois, c'est un tissu fonctionnel, c'est-à-dire qui remplit des fonctions dans l'arbre, squelette, muscle, etc., mais qui n'est pas vivant, c'est-à-dire qui n'a pas de cellules vivantes, ou très peu, on y reviendra. Donc c'est pas la différence entre vivant et mort. Et quand les gens disent, en menuisier, là, les gens qui travaillent le bois, ou peut-être que vous en êtes, ils disent « moi j'aime bien parce que le bois ça travaille, donc c'est vivant ». Non, le séchage et le retrait de séchage qui font que le bois travaille, c'est un phénomène complètement physique, ça n'a rien de biologique, et c'est pas du tout parce que le bois est vivant. Alors on va continuer un peu sur ce registre des propriétés technologiques. Toutes les fiches Tropics, tout ça, avec toutes ces propriétés qu'on vous donne une moyenne, c'est toujours sur du bois. En anglais, on dit clear wood, donc du bois sans défaut, c'est-à-dire que c'est une échelle de quelques centimètres cubes. Et quand on utilise le bois, on l'utilise en dimension d'emploi, et donc il faut aussi caractériser les propriétés à cette échelle-là, plus macroscopique. Et donc ça fait référence à des classements. Alors un classement, c'est tout de suite quelque chose d'assez normatif, hein, parce que c'est fait vraiment pour être opérationnel, pour garantir sur un chantier que le bois il va pouvoir remplir certaines fonctions qui justifient qu'après on mette la garantie décennale sur le bâtiment, ou bien quand vous, quand vous achetez du bois pour faire un meuble, qu'il aura une qualité d'aspect suffisante. Donc ça se traduit par des classes. Alors le classement d'aspect, par exemple, vous avez une illustration ici sur des planches de sapin épicéa, et vous avez choix 0, 1, 2 ou 3, donc 4 choix. Et visuellement, on voit bien la différence entre 0 à 3. Alors il y a plein de critères. C'est quoi les critères qui font qu'on classe le bois comme ça? Alors vous avez des critères qui sont des défauts plutôt de process, qui sont issus de la façon dont on a scié les planches, ce qu'on appelle des flashs, ce qu'on appelle des gerces qui apparaissent au moment du séchage. La pente de fil, elle peut être effectivement d'origine naturelle, mais elles sont aussi du fait que quand on scie le bois, on n'est pas parfaitement dans l'axe des fibres des trachéides. Puis après, vous avez quand même des choses, alors que je vais appeler des défauts, mais qu'on peut appeler plutôt des singularités, parce que c'est méchant de dire que c'est des défauts. C'est des critères de classement, en tout cas, qui sont inhérents à l'arbre, cette fois, qui viennent de l'arbre. Donc, vous pouvez avoir des fentes qui préexistent rarement dans l'arbre sur pied, mais qui sont liées aux propriétés du bois tissu, la pente du fil, les poches de résine, et puis les nœuds. Alors, vous voyez que visuellement, c'est vraiment ça qui fait la différence entre ma planche de choix 0, où il n'y a pas de nœud, et puis la planche de choix 3, où il y a des gros nœuds. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nœud pour l'arbre? Alors, eh bien, un nœud, c'est juste une branche, en fait. Hein. Donc, c'est des petits spots ronds, là, comme ça, sur les planches. Mais en fait, dans l'arbre, c'est lié au fait que les arbres ont des branches, que les branches, elles sont aussi faites de bois, et que la nature a trouvé une façon assez astucieuse de réussir l'assemblage, si vous voulez, de la branche sur le tronc. Si vous faites de la construction ou si vous avez fait des cabanes, vous savez bien que quand on fait des cabanes en bois, on récupère des éléments longs, on récupère des petits morceaux de tronc ou de branches, et que le problème qu'on a, c'est de faire des bons nœuds ou bien de trouver des bons clous pour les assembler. Voilà. Et bien, la nature assemble ça de façon assez astucieuse. Donc là, vous voyez les cernes du bois et de la branche là, qui se mélangent. Et après, quand vous coupez là-dedans, vous récupérez des nœuds. Et je crois que j'ai vu hier, il y avait des posters, tout ça, où on parlait du fil. La grande caractéristique d'un nœud, c'est que le fil du bois, donc les directions du bois, autour du nœud, évidemment, elles sont un peu chahutées. Donc les nœuds, c'est super important pour la qualité du bois, pour l'usage du bois. C'est aussi super important pour l'arbre parce que ce sont ses branches. Donc voilà des exemples de nœuds. Alors les nœuds, ils ont une caractéristique, c'est que le bois est plus dense dans les nœuds. Et donc là, vous voyez des exemples qu'on peut faire avec ce qu'on fait avec le scanner médical, là où on peut regarder l'intérieur du bois. Donc là, vous avez des exemples sur différentes espèces. Ce qui est blanc, ce qui apparaît en spot blanc. Alors ça peut être autre chose que les nœuds, mais vous repérez bien là, les petites traces de branches là, qu'on voit sur les ou sur les couronnes. Alors ces nœuds et ces branches, donc si vous avez bien compris que les nœuds, c'est des branches, du coup, comment ça se passe les branches dans l'arbre? Voilà le petit arbre qui pousse, il a des branches. Au fur et à mesure que l'arbre pousse, si vous avez suivi la balançoire de Joseph hier, la couronne vivante, elle remonte.
Et à la fin, quand on va couper l'arbre pour récupérer le tronc dans lequel il y a du bois qu'on va utiliser comme matériau, vous avez, là où il y a les branches, tout en haut, vous avez des zones de nœuds, donc ce qu'on appelle le cœur branchu. Et puis, vous avez les zones, la périphérie, qui sont les zones de bois sans nœuds. Donc les belles pièces, vous allez les récupérer dans les endroits blancs, là, les zones de bois sans nœuds. Alors la sylviculture, c'est la façon dont on fait pousser les arbres, on agit sur la croissance des arbres, peut minimiser les nœuds. Alors une petite question du coup. Comment fait le sylviculteur pour minimiser les nœuds? Alors est-ce qu'il enlève les branches, donc on appelle ça élagage. Donc il élague les arbres en coupant les branches basses qui sont le moins utiles à l'arbre. Deuxième chose, il fait pousser les arbres serrés pour que les branches basses meurent toutes seules par manque de lumière. Ou alors, il choisit des espèces sans branches où les feuilles sont juste au bout du tronc. Là aussi, vous avez droit à plusieurs réponses. Alors, les deux premières sont possibles. Donc, en effet, soit on fait de l'élagage artificiel, c'est-à-dire qu'on coupe les branches basses. Alors, évidemment, là, il y a un petit compromis. C'est-à-dire si vous coupez trop de branches, vous aurez en effet du bois sans nœuds, enfin plus de bois sans nœuds, mais vous risquez surtout de ne plus avoir de bois du tout. Parce que sans feuilles, donc rappelez-vous la première question un peu perverse, là, le bois n'est pas l'organe de captage du carbone de l'atmosphère, du CO2. Hein. On a besoin des feuilles, un arbre a besoin de ses feuilles pour vous produire du bois. Et donc si vous coupez trop de branches, eh bien, vous n'aurez plus de bois. Donc vous aurez du bois sans nœuds, mais comme vous n'en aurez plus du tout, ça ne sera pas très efficace. Par contre, les branches basses, et c'est pour ça aussi que dans la nature, de toute façon, les branches basses, elles disparaissent toutes seules. Les branches basses, elles sont à un endroit où il y a très peu de lumière. Les branches, leur rôle, c'est de soutenir les feuilles qui sont l'usine de captage de l'énergie solaire. Et donc si des feuilles qui ne sont pas exposées à la lumière et au soleil, elles n'ont aucune raison de... Finalement, elles n'ont plus de fonction. Et donc l'arbre peut se débarrasser de ces branches, puisqu'il n'aura aucun intérêt. Ça coûte cher, en fait, de maintenir des branches. Derrière, il faut investir pour continuer à ce que tout ce système continue de travailler, de respirer, etc. Donc comme c'est plus utile, les branches, elles s'en vont. Voilà. Donc, soit le forestier en enlève, il fait attention de ne pas enlever trop de branches fonctionnelles, sinon l'arbre ne pousse plus, ou peu. Faut connaître le bon compromis. Ou alors, finalement, et c'est le plus fréquent, on n'élague pas, parce que c'est fatigant d'élaguer, ça coûte des sous, et comme on a des problèmes de trouver de la main-d'œuvre pour travailler en forêt, on n'élague pas artificiellement, mais on se débrouille pour que la nature fasse le boulot pour nous. Donc, au début, on a une phase dans laquelle on laisse les arbres un peu serrés pour vous faire un tronc d'une certaine longueur de 6 mètres, 8 mètres, avec peu de branches, en tout cas des branches qui meurent vite. Voilà. Alors, on n'utilise pas des branches, des arbres sans branches où les feuilles sont juste au bout du tronc. Alors ça serait génial, hein, vous imaginez, moi ça serait super, ça serait un poteau. Alors le bois parfait là, pour la technologie, c'est un poteau, ça serait bien qu'il soit carré d'ailleurs, parce que ça serait plus facile pour la découpe. Et puis juste au bout, vous auriez une grande surface, là, ça serait la feuille, qui capterait l'énergie du soleil. Alors, ça se trouve que ça n'existe pas comme ça. Et c'est un peu comme le poulet là, de Tancrède. Si vous enlevez les branches et les feuilles de l'arbre, vous aurez... Ça serait sans doute vachement bien pour l'usage en matériaux, mais quelque chose qui ne fonctionnera plus. Quoi, voilà. Alors, je continue. Maintenant, on va s'intéresser à d'autres choses. Je vais vous faire un balayage de tout ce qui peut faire varier les propriétés du bois dans un arbre qui pousse. Donc une autre source de variation, c'est la vitesse de croissance, ce qu'on appelle la largeur de cerne. Donc le cerne, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, hein, c'est illustré là-haut, c'est le fait que dans les climats tempérés comme les nôtres, chaque année, il y a un arrêt de croissance en hiver, avec un bois qui est différent, le bois de début de saison du bois de printemps est différent du bois de fin de saison du bois d'été, et du coup ça se traduit par une couleur différente, et comme tout ça s'arrête en hiver, ça vous marque les années de croissance. Ça, on apprend ça en général quand on est dans les climats tempérés, en tout cas on apprend ça à l'école assez vite. Et alors ces cernes de croissance, vous avez des arbres qui poussent vite et des arbres qui poussent moins vite. Et rapidement on se pose la question, est-ce que cette vitesse de croissance a un effet sur les propriétés du bois? Alors on va prendre une propriété qui est souvent la plus utilisée, la plus étudiée, parce qu'elle est un peu corrélée avec beaucoup d'autres et puis qu'elle est facile à mesurer, c'est celle où on a le plus de données, la densité, donc la masse volumique du bois. Et donc voilà ce qu'on peut trouver comme... on essaye de synthétiser tout ce qu'on peut observer dans la diversité des espèces de la planète moins tempérée. Ça, c'est une synthèse qui est faite par un vieux bouquin là, d'un monsieur qui s'appelle Zobel. Et le bouquin, il est énorme. En fait, c'est une somme d'observations. Puis voilà, il a fait le boulot pour nous. Il a essayé d'en sortir des idées générales. C'est pas toujours facile.
Donc qu'est-ce qu'on sort? C'est que sur les pins dits durs, alors les pins durs, c'est un peu tous les pins qui poussent chez nous, que vous connaissez peut-être, le pin sylvestre, le pin maritime, le pin d'Alep, les pins noirs, tout ça, pins accrochés et tout. Les pins durs, il n'y a pas beaucoup de relations. C'est-à-dire que quand vous faites pousser les arbres vite ou pas vite, la densité, elle peut varier. Quand on dit peu ou pas de relation, elle peut varier, mais ce n'est pas si systématique que ça. Et c'est souvent parce que c'est perturbé par la présence de résine. La résine ayant une grosse influence sur la densité et elle n'est pas liée à la vitesse de croissance. Tous les autres conifères, donc en particulier sapins, épicéas, cyprès et puis les pins à croissance rapide, là, on a une loi très générale, c'est la densité du bois diminue fortement avec la largeur de cerne. Donc quand ça pousse vite, la densité du bois, vous avez un bois qui est plus léger, plus poreux, etc. Avec deux genres, donc l'Aryx le mélèze ou Pseudotsuga le Douglas, où l'effet existe toujours, mais il est moins net. Voilà. Donc c'est pas diminue fortement, c'est diminue sensiblement. Voilà. Maintenant, on passe dans le monde des feuillus, avec deux catégories. Les feuillus à zone initiale poreuse, c'est-à-dire ceux où le bois de printemps est très caractéristique avec des gros vaisseaux, etc. Et puis les autres, où les vaisseaux ils sont plus diffus. Et donc dans les feuillus à zone initiale poreuse, c'est totalement l'inverse des résineux. La densité du bois augmente avec la largeur de cerne. Et les feuillus à port diffus, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, mais ça dépend de l'espèce, et donc on ne peut pas sortir une règle générale. Alors une fois que vous êtes mis ça dans la tête, on va l'illustrer. Donc vous voyez en haut, je vais mettre des arbres, climat plus froid, plus sec, arbres serrés, donc croissance lente. En bas, climat favorable, ou alors sylviculture qu'on dit dynamique, c'est-à-dire qui laisse beaucoup d'espace autour des arbres et qui les aide à pousser vite. Voilà ce qui se passe par exemple, pour l'épicéa. Donc ça c'est une coupe, enfin on voit les cernes, hein, c'est un grossissement assez faible. Hein, mais... Donc en haut, à la même échelle, plein de petits cernes. En bas, des gros cernes. Et du coup, quand on fait de la densité plus faible, en bas, vous aurez une densité plus faible parce que les conifères, ce qu'ils vont faire, c'est quand vous allez les faire pousser vite, en proportion, ils vont faire plus de bois initial. Donc ce bois poreux, là, qui a une couleur plus blanche, il va être en plus grande quantité. Et donc ça va vous faire baisser, du coup, la densité moyenne du bois. Ça, c'est pour l'épicéa. Exemple, le chêne. Donc pareil, le chêne, en haut, vous avez du chêne à croissance lente, donc plein de... Chaque fois que vous avez une bande de gros vaisseaux, là c'est un cerne, hein, donc des tout petits cernes, et puis en bas des cernes plus gros. Et alors le chêne et les feuillus à zone initiale poreuse, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que quand vous le faites pousser plus vite, ce qui est un peu fixé, c'est la quantité de gros vaisseaux au début, parce que c'est ça qui va permettre de redémarrer la croissance en conduisant la sève brute. Et donc finalement, il reporte son excès de croissance, si on peut dire, non pas sur le bois final, mais sur le bois initial, et du coup, le résultat fait qu'il est plus dense. Alors pareil, une petite question. Lorsqu'on fait une sylviculture, alors qu'on appelle dynamique, c'est-à-dire qu'on essaye de faire pousser, on fait ce qu'il faut pour faire pousser les arbres plus vite, et donc on obtient une croissance plus rapide, ce qui est en général l'objectif du sylviculteur, parce que comme en général il vend des volumes de bois, il a intérêt à avoir des volumes le plus vite possible. Donc quand on fait une sylviculture dynamique, est-ce qu'on améliore la qualité du l'épicéa ou on la détériore? Est-ce qu'on améliore la qualité du chêne ou on la détériore? Qualité étant pris au sens adéquation aux usages du bois d'épicéa ou du bois de chêne. Alors je vois que vous êtes partagés. Alors vous allez me dire, la qualité ça dépend pourquoi. Alors en effet, je suis d'accord, c'est un peu des on-dit, hein, ça peut changer, il n'y a rien de normatif là-dedans, ni d'obligatoire. Alors c'est pas de bol, dans les deux cas on détériore. Alors je vais vous expliquer. Alors encore une fois, ça n'a rien d'une obligation. Hein. C'est-à-dire vous êtes jeune, là vous arrivez dans des périodes où tout est bouleversé, donc ça c'est la qualité sur des usages traditionnels. Vous avez parfaitement le droit de dire que vous maintenant vous n'utilisez plus l'épicéa et le chêne comme avant, donc pour vous c'est pas un problème. Toujours est-il que pour l'instant, le sylviculteur, comme je vous ai dit, il vend du volume. Donc du coup il se pose la question, il dit tiens je vais accélérer un peu la croissance des forêts, ça va quand même être bien parce que je vais pouvoir vendre plus vite mon bois, donc je vais gagner plus d'argent. Et puis avoir des forêts qui vont se renouveler plus vite, c'est aussi une assurance contre le risque, enfin, il y a plein de raisons. Et alors qu'est-ce qui se passe? C'est sur l'épicéa, l'épicéa, les gens ils ont l'habitude d'utiliser de l'épicéa à cerne fin, ça veut dire qu'il a une densité élevée, l'épicéa il est utilisé en construction, la densité élevée, ça veut dire que ça pèse plus lourd, mais ça veut dire surtout que ça a des propriétés mécaniques plus élevées. Et donc quand vous le faites pousser vite, vous dégradez la densité, les propriétés mécaniques, et du coup c'est pas de bol, vous lui faites sauter des classes de qualité qui font que c'est vraiment plus le même bois pour l'utiliser en construction. Donc,
pas trop vite l'épicéa, c'est bien connu hein, des forestiers. Puis il y a un peu une autre raison, c'est que l'épicéa, traditionnellement, il vient des pays du Nord, donc notamment des pays scandinaves, où chez eux le climat est froid, donc de toute façon les épicéas ils ont toujours des cernes fins. Et comme c'est eux qui imposent un peu les usages sur les marchés, ben, le bois d'épicéa, on a l'habitude que ce soit de l'épicéa cerne fin. Et quand le sylviculteur des régions un peu plus basses en latitude comme chez nous veut mettre sur le marché du bois d'épicéa à cerne large, ben, les gens ils vous disent c'est plus de l'épicéa. Mais si c'est de l'épicéa, c'est l'espèce épicéa. Mais non, parce que moi j'ai l'habitude d'avoir de l'épicéa comme ça. Donc la qualité étant par définition quelque chose qui est totalement subjectif, lié à des usages sur des marchés, des normes, etc., ben vous avez changé quelque chose, en fait, et du coup, vous avez détérioré la qualité. Puis après, on peut espérer qu'au fil des années et du temps, ben vous allez réhabituer vos usagers, que l'épicéa à cerne large, ça existe quand même, et qu'on peut en faire quelque chose. Pour le chêne, en fait, c'est la même chose. Alors, vous allez me dire, pourtant, le chêne, on l'augmente la qualité. Alors, ça devrait être bien, parce que du coup, il est plus dense, donc il va être mieux, etc. Ben non, parce que pour le chêne, ce qui va être rédhibitoire, c'est que quand vous augmentez la densité, vous allez augmenter aussi les retraits au séchage. Et donc le chêne qui va être dur, ben, il va être plus difficile à travailler, etc. Donc vous détériorez aussi la qualité. Et en fait, c'est pas du tout une question de propriété, cette affaire-là. C'est juste qu'on a des habitudes, que le chêne qu'on a l'habitude d'utiliser, il a des cernes fins. L'épicéa qu'on a l'habitude d'utiliser, il a des cernes fins. Le forestier arrive en essayant de changer un peu sa sylviculture. On est sur des marchés où la tradition domine. Et en plus, on vend de l'espèce. On vend du chêne ou de l'épicéa alors qu'on devrait vendre quelque part plutôt des catalogues de propriété, mais ça on ne sait pas faire. Et donc du coup, ben voilà, raté, il ne faut pas trop augmenter les vitesses de croissance. C'est dommage, hein, c'est comme ça. Il faut éduquer ses utilisateurs. Nouveau complètement un autre problème, c'est ce qu'on appelle le bois juvénile, ou encore plutôt... c'est plutôt dans le langage anglo-saxon, là, TRP, donc variation radiale typique. Alors, c'est quoi? C'est que quand vous prenez les propriétés du bois et que vous les représentez sur un rayon, donc vous voyez, du cœur à l'écorce, donc ici vous avez le cœur à l'écorce qui est mesuré à centimètres sur la première graphique. Après, il est mesuré en ce qu'on appelle l'âge cambial, c'est-à-dire c'est le numéro de cerne compté depuis le cœur, depuis la moelle. Vous avez souvent, pour beaucoup de propriétés, des tendances comme ça. Donc, par exemple, ici, sur une propriété papetière, là, qui est la longueur de fibre, sur des eucalyptus, une longueur de fibre qui est quasiment multipliée par 2 sur 15 cm, 20 cm de croissance. Sur du mélèze, cette fois, c'est le module d'élasticité, une propriété mécanique qui est aussi très, très différent. Alors là, c'est presque multiplié par 2 entre le début et la fin. Et puis là, c'est sur de l'épinette noire du Québec. Vous avez deux propriétés, l'angle des microfibrilles, dont Tancred a déjà parlé, et la densité du bois. Et là, on voit que l'angle des microfibrilles il diminue et il se stabilise autour d'une trentaine d'années, alors que la densité du cerne, alors au début, il y a une petite baisse, et puis rapidement, vous avez une augmentation, et l'augmentation, on a l'impression qu'elle commence à se stabiliser vers 50-60 ans, mais on n'est pas complètement sûr. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on observe assez couramment, ce qu'on appelle du coup le bois juvénile, parce que ce que vous trouvez dans tous les livres de technologie du bois, c'est cette description-là. Donc on vous explique que la plupart des propriétés du bois, alors il y en a qui augmentent, il y en a qui diminuent, mais ça c'est juste une question de définition de la propriété, mais elle varie beaucoup dans les premières années ou les premiers centimètres, et puis après elle se stabilise. Et ce qu'on appelle le bois juvénile, c'est cette zone dans laquelle les propriétés ne sont pas stabilisées. Alors dans les livres de technologie du bois, on vous dira ça représente 5 à 20 ans. Alors il faut juste savoir que les livres de technologie du bois, ils sont construits sur des observations essentiellement sur des plantations résineuses d'Amérique du Nord. Et donc voilà, c'est ce qu'on observe. Mais moi je vous montre des exemples. L'épinette noire là, du Québec, c'est pas tout à fait... on ne peut pas dire qu'au bout de 20 ans, c'est fini. Donc méfiez-vous de ce qu'on lit dans les livres. Même si le phénomène, il est assez indéniable. Et après, les eucalyptus, on ne vous a pas mis des âges, on vous a mis des centimètres, parce que c'est des eucalyptus qui poussent au Congo, donc dans une zone équatoriale, où je vous défie de lire des cernes, donc on ne sait pas les années. Et en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça pousse très vite. Alors, le bois juvénile, c'est pas un truc, c'est pas comme le bois de réaction, où on est capable de lui donner un peu une cartographie, parce que comment on définit la limite ? Première chose qui est un peu, c'est pas un bois fonctionnel très délimitable puisque ça dépend de la propriété. Donc par exemple, si vous prenez l'angle des microfibrilles sur l'épinette noire, vous allez dire ça s'arrête voilà, 28 ans. Quoi. Puis si vous prenez la densité du bois, ça va être beaucoup plus long.
Donc c'est quoi le bois juvénile? C'est celui de la densité ou celui de l'angle des microfibrilles? En fait, il n'y a pas de bois juvénile, il y a juste un phénomène de vieillissement des cambiums qui fait que les propriétés varient, elles ne varient pas toutes au même rythme. Après, il y a une petite aussi question rigolote qui n'est toujours pas résolue. Est-ce que c'est une affaire d'âge ou une affaire de diamètre? Là, quand j'ai commencé ma vie scientifique, là, il y avait des gens qui disaient on fait le diamètre quand on ne peut pas faire mieux, mais c'est évident, c'est une question d'âge. En fait, quand on y réfléchit d'un point de vue biologique, il n'y a aucune raison que ce soit une question d'année. Parce que si c'est une histoire... Enfin, d'ailleurs, on ne sait pas d'où ça vient, le bois juvénile, donc on ne sait pas pour... Alors, du coup, pour vérifier si c'est une question d'année, on peut expérimenter. C'est-à-dire vous pouvez prendre des arbres qui ont le même âge et qui ont des diamètres très différents, donc qui ont eu des croissances beaucoup plus rapides. Et là, vous avez deux exemples. Donc, en haut, c'est des eucalyptus, voilà. En bas, c'est des acacias. Dans les deux cas, on a pris des arbres qui ont des diamètres similaires. Hein, c'est ça, c'est des diamètres similaires avec... par contre, des âges similaires, mais avec des diamètres différents. Donc, des arbres qu'on a fait pousser plus ou moins vite et on les coupe en même temps. Et vous voyez que dans le cas en haut de l'eucalyptus, on a l'impression que c'est quand même plutôt une question d'âge, parce que si vous remettez toutes les courbes à 14 ans, elles vont à peu près se superposer, alors qu'en bas, ça a l'air d'être plutôt une question de centimètres. Puisque la courbe avec les centimètres, elles ont l'air assez de se superposer assez bien. Voilà, donc une question ouverte. Et le mécanisme qui fait qu'au fur et à mesure que le cambium vieillit, il fait du bois différent, ben, ma foi, moi, à ma connaissance, en tout cas, il n'est pas élucidé. Vous voyez, vous avez encore des petites questions comme ça fondamentales. J'en ai une autre de question fondamentale, si vous voulez vous y pencher, c'est pourquoi les arbres pousseront. J'ai jamais trouvé quelqu'un qui est capable de m'expliquer ça de façon convaincante. Voilà. Alors, encore une petite question, donc pour voir le bois juvénile. Est-ce que c'est le bois le plus vieux de l'arbre? Est-ce que c'est la transition graduelle de propriété du cœur à l'écorce? Est-ce que c'est le bois jeune qui laisse ensuite la place au duramen? Lisez bien les réponses avant de cliquer là. Alors, le deuxième, c'est une transition graduelle des propriétés du cœur à l'écorce. Vous n'avez pas forcément tous cliqué ça, mais c'est ce que je viens juste de vous expliquer. Donc, j'espère que je peux recommencer, mais que c'était clair. Alors, le bois le plus vieux de l'arbre, c'est toujours une blague, parce qu'on dit bois juvénile dans juvénile. Alors, ça, c'est le français qui est un peu perturbant. Les Américains, d'ailleurs, ils disent typical radial pattern, ils ne prennent pas parti. Alors, c'est en effet le bois du cambium jeune. Et donc, si vous avez l'âge du bois, c'est l'âge qu'il a, quoi. Donc, le bois qui est au centre de l'arbre, il est plus vieux que le bois qui est en périphérie de l'arbre. Et donc le bois juvénile qui est au centre de l'arbre, eh bien, il est le plus vieux, voilà, bien qu'il s'appelle juvénile. En fait, c'est le bois qui est formé par le cambium jeune. Mais ce n'est pas du coup du bois jeune, c'est le cambium qui était jeune. Et le dernier, le bois jeune qui laisse ensuite la place au duramen, non, parce que justement le bois jeune, c'est celui de la périphérie. Et c'est plutôt ce qu'on appelle l'aubier, et ça va être la chose que je vais vous raconter après. Donc ça sera mon dernier propos. Donc aubier et duramen. Alors l'aubier, c'est un bois périphérique. Là, vous voyez un exemple. Là, mécaniquement porteur, parce que quand on fait de la mécanique, si vous avez l'habitude, dans une poutre, et les troncs, c'est des poutres, c'est plutôt la partie périphérique, pour des questions d'inertie de bras de levier, qui supporte les charges. Donc c'est un bois qui est mécaniquement porteur. On a vu que c'était le bois qui conduisait la sève brute. C'est le seul endroit où vous avez des cellules vivantes dans le bois, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est le bois du coup qui stocke les réserves, l'amidon, ou qui synthétise aussi des composés de défense, ces cellules vivantes. Dans le duramen, là pour le coup, toutes les cellules sont mortes. Alors on peut dire que c'est un bois qui est biologiquement terminé. Alors on dit bois parfait, ça ne veut pas dire qu'il est parfait au sens super, quoi. Il est parfait au sens qu'il est terminé. Comme on dit les insectes, là, quand ils arrivent à la fin de leur développement, ils sont parfaits. C'est un bois qui a peu de fonctionnalité dans l'arbre, et ce qui fait que dans l'arbre, finalement, il peut disparaître sans que ça compromette la survie de l'arbre. Les troncs creux, alors là vous avez un bel exemple, là, qui est... Donc toutes mes illustrations là, sur Aubier Duramen, elles sont issues du MOOC Anatomie des bois de Marie-Christine Trouilly. Donc là, c'est une très belle photo d'un tronc de sapin qui vient d'être abattu, qui était creux, et vous voyez à l'intérieur que le duramen a complètement disparu parce que les champignons l'ont bouffé. Ça n'empêchait pas l'arbre de vivre, et puis vous voyez les restes de branches, parce que dans les branches, il faut aussi du fonctionnel, donc les branches continuent à fonctionner. Alors avant de mourir, ces dernières cellules vivantes, avant que le bois devienne duramen, elles peuvent sécréter ces extractibles. J'ai vu un poster hier qui parlait d'extractibles. Ces extractibles, ils peuvent faire des choses, donc... on va avoir des choses qui vont boucher les vaisseaux. C'est important, par exemple, pour la tonnellerie, parce que si les vaisseaux de chaîne ne sont pas bouchés pour les tonneaux, vos tonneaux sont poreux.
ou alors qui protège le duramen en lui donnant une couleur reconnaissable. Ce qui fait que quand l'arbre est mort, c'est le contraire. C'est-à-dire que l'aubier, il ne se défend plus, il n'y a plus de cellules vivantes, donc l'aubier ne se défend plus, et donc du coup, il est beaucoup moins résistant que le duramen aux attaques de micro-organismes. Donc vous vous rappelez mon tronc creux de sapin, et à côté, vous avez une grume de chêne abattue qu'on a laissée un peu longtemps morte. Et donc du coup, ce qui est fragile dans un arbre abattu, dans un tronc abattu, c'est les champignons, ils attaquent l'aubier. Voilà. Donc une différence assez cruelle, là, pour le coup, entre propriétés fonctionnelles du bois. Le bois fonctionnel, le bois qui se défend, c'est l'aubier dans l'arbre. Et une fois que vous l'utilisez, c'est le duramen qui est, comme son nom l'indique, durable. Voilà. Alors du coup, la caractérisation des propriétés technologiques du bois, évidemment, nous, souvent, ce qu'on utilise, c'est le duramen. Et par contre, l'arbre, ce qu'il utilise, c'est plutôt l'aubier. Alors c'est pas très grave, ça ne change pas trop. Si vous vous intéressez aux propriétés mécaniques, elles ne changent pas trop entre aubier et duramen. Donc elles sont formées au moment de la formation du bois. Et tout ce qu'on vous a dit avant sur bois de réaction ou sur l'effet de la largeur de cerne, ce n'est pas une question d'aubier et duramen. Par contre, dès que vous avez des propriétés qui dépendent des extractibles, ben là évidemment ce n'est pas une question de bois vivant et c'est souvent des choses qui viennent du processus de duraminisation. Alors là j'ai une question difficile et puis ça sera la dernière. Je vais laisser réfléchir un petit peu, là, 5 minutes. Alors, imaginez, vous mettez dans la peau des chercheurs que nous sommes. Et ce qui nous intéresse, c'est comment on va envoyer des projets de recherche pour essayer de comprendre et de prédire les quantités et les qualités chimiques du duramen dans une ressource. Alors, le Douglas, c'est un exemple. Ça ne demande aucune connaissance sur le Douglas, que je vous demande. Donc voilà, une question assez fréquente. En France, on a planté des Douglas. Ils arrivent à maturité. Les gens, ils veulent le Douglas, ils disent ce qui nous intéresse, c'est le duramen. Et j'aimerais bien savoir si dans les arbres que je vais couper, il va y en avoir beaucoup. Alors vous avez plusieurs choix possibles. Bon, je vais commencer à répondre parce que je vois qu'on met la pression parce qu'il faut qu'on s'en aille. Donc je laisse les réponses, hein, vous pouvez continuer pour ceux qui ont besoin de réfléchir. Mais en gros, tout est bon. Hein, je vous dis tout de suite, les 4 réponses sont acceptables. Après, selon votre sensibilité, vos compétences, etc., vous allez choisir l'une ou l'autre des voies. Alors, il y a quand même 2 grandes catégories. Quand vous abordez ce problème-là, il y a une première catégorie de recherche qui vise à observer, déjà avant de... voilà. Et puis, il y en a d'autres qui disent au contraire, sont plutôt dans les mécanismes, donc ils vont chercher à comprendre. Donc, observer, vous voyez, on peut observer les variations du nombre de cernes duraminisées. Donc, c'est finalement des observations assez faciles. Et on fait ça dans une vaste échantillon, et on fait des statistiques dessus pour essayer de prédire quelque chose. Et après, si on s'intéresse plutôt à des choses plus fines de qualité chimique, on va caractériser les extractibles qui sont formés dans le duramen, et on va essayer de voir comment ça se passe dans la ressource qu'on a, en fonction de l'âge des arbres, du sol, etc. Et puis il y a une deuxième catégorie de recherche qui vise à comprendre, et donc ça va être comprendre les mécanismes biologiques qui contrôlent la duraminisation. C'est-à-dire la duraminisation, c'est la mort des parenchymes, donc c'est la mort des dernières cellules vivantes. Qu'est-ce qui fait mourir ces cellules vivantes? Pourquoi elles meurent à ce moment-là? Et puis comprendre après, si on s'intéresse plutôt à la partie chimique, les mécanismes qui font la biosynthèse de ces extractibles, qui font que ces cellules, au moment où elles meurent, elles vous font des composés colorés. Voilà, donc tout était bon. Hein. Je vais passer là. Et donc dernière chose, pour faire un résumé, puis après vous allez tous pouvoir partir. Et si vous voulez nous poser des questions, vous viendrez nous les poser de vive voix. Donc première synthèse, c'est... Les propriétés technologiques du bois, elles sont variables dans les arbres parce que l'arbre est vivant. Et ça, l'usine à bois qu'est l'arbre, vous ne la contrôlez pas complètement. Alors c'est pas mal parce que du coup c'est sobre, hein, ça ne coûte pas beaucoup d'énergie, enfin il se la fabrique tout seul. Et après il faut accepter cette variabilité biologique. Les variations, elles viennent de l'espèce ou de la provenance, ce qu'on n'a pas abordé aujourd'hui parce que c'était plutôt normalement l'objet de la conférence d'hier. Mais ça vient aussi de l'environnement, puis ça vient tout simplement de la croissance. Un arbre, il commence par être petit et il multiplie sa masse et sa taille dans des proportions absolument incroyables. Il n'y a pas beaucoup d'êtres vivants qui changent à ce point, qui partent de quelques grammes et qui finissent à plusieurs tonnes. Et donc ça amène forcément, le bois étant le squelette et le système vasculaire de l'arbre, ça amène forcément des adaptations du bois. Quelques notions qui structurent ces variations, on les a montrées. Bois de réaction, branchaison, nodosité, vitesse de croissance, bois juvénile, aubier duramen. On a sans arrêt des allers-retours entre propriétés qui sont liées aux fonctions du bois dans l'arbre et propriétés liées à l'usage du bois, donc propriétés technologiques. Donc on a vu des exemples. Et puis surtout, ça va être la fin, aujourd'hui on a de nouvelles questions, parce que de toute façon le monde est dans
n'a jamais été aussi changeant et incertain. Jusqu'à présent, oui, les questions, c'était comment les propriétés du bois varient avec l'environnement, le sol, le climat, avec la vitesse de croissance. Et maintenant, une nouvelle question qui n'existait pas trop avant parce qu'elle n'était pas très importante, c'est comment les propriétés du bois sont modifiées au cours des dépérissements. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les arbres qui mouraient naturellement dans nos forêts gérées, productives, c'était pas fréquent, la mortalité naturelle. Donc c'était pas un enjeu de comprendre les propriétés du bois dans des arbres en train de mourir ou à moitié morts. Et aujourd'hui, on en a parlé abondamment dans ce GDR, ce qu'on appelle les bois de crise, c'est-à-dire comment les scolites, les affaiblissements des arbres par des pathogènes, se traduisent par des modifications des propriétés du bois. Et surtout, comment on va pouvoir en faire des atouts, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se permettre de dire un bois bleui ou un bois un peu piqué, ou un bois... Enfin, on ne sait pas d'ailleurs comment ça varie, hein, pourquoi c'est... Quand les arbres meurent, quelle est toute la chaîne de conséquences sur les propriétés du bois, on l'a peu étudié. Comment on va en faire des atouts pour éviter que la filière, qui, comme je vous ai montré avec l'augmentation et vitesse de croissance, a des habitudes, on est dans des filières très traditionnelles, donc changer les habitudes, c'est pas facile, décide, c'est des bois de mauvaise qualité, donc on vous les paye pas cher, et puis on va les mettre au feu sans se poser plus de questions. Ça, c'est plus permis, donc c'est votre boulot maintenant d'aborder ces nouvelles questions. Voilà. On a fini.